S'il y a bien des dieux païens qui se baladent parmi nous, c'était forcément lui. Il y a longtemps, j'étais encore petit, peut-être 6 ou 7 ans. J'avais l'habitude de m'endormir la tête appuyée sur l'appui de fenêtre, les stores relevés. J'aimais regarder les étoiles jusqu'à ce que mes paupières se ferment. Ma chambre donnait directement sur l'allée de garage en bas. Une nuit, alors que je fixais le ciel comme d'habitude, j'ai senti une présence en dessous de moi. J'ai baissé les yeux vers le driveway et j'ai vu une silhouette immobile. Elle ressemblait à un homme avec une très longue barbe, mais son corps semblait plus une ombre qu'une personne. L'air autour de lui semblait se tordre, comme une chaleur tremblante. Et d'un coup, j'ai eu l'impression d'être repoussé de la fenêtre par une force invisible. Pris de panique, j'ai couru dans la chambre de mes parents en criant qu'il y avait un homme dans l'allée. Mon père s'est levé d'un bond, très alerte, son fusil à la main, et m'a suivi jusqu'à ma chambre. Il a regardé par la fenêtre mais m'a dit qu'il ne voyait rien. « Il n'y a personne, retourne te coucher. » Le lendemain matin, encore bouleversé, je lui ai reparlé de cette silhouette. Je lui ai dit que j'avais cru voir un monstre. Il m'a regardé surpris. Il ne se souvenait pas de cette nuit, ni de mon cri, ni d'être venu avec son arme. Pourtant, sur le moment, il avait été éveillé et prêt à réagir. Je n'ai plus jamais dormi près de cette fenêtre depuis. Quand j'étais plus jeune, j'étais très renfermé et je luttais beaucoup contre l'homophobie. J'avais quelques amis proches du travail qui savaient que j'étais gay, mais ils ne pouvaient pas vraiment m'en parler parce que je n'étais pas prêt à l'entendre. Je buvais beaucoup pour rendre ma réalité plus supportable et ça n'arrangeait rien, car je finissais par être malheureux et par me comporter bizarrement avec les gens autour de moi. Le pire, c'est que des gens essayaient de m'aider, mais je n'arrivais pas à l'accepter. Rien ne me faisait me sentir mieux, rien ne me faisait me sentir aimé. J'avais à peu près 19 ou 20 ans à l'époque. Je suis allé à une fête avec ses amis et d'autres collègues, et l'un d'eux, pour qui j'avais un faible, est parti faire quelque chose avec une fille qu'il aimait bien. J'étais ivre, malheureux et perdu quand un homme s'est approché de moi et a commencé à me parler. Je ne l'avais jamais vu auparavant, mais lui me connaissait, comme s'il m'y connaissait vraiment. Il a décrit exactement ce qui se passait et m'a dit que je n'avais pas besoin de stresser pour ce qui se déroulait. Il a salué les gens autour et m'a dit qu'il ne comprenait pas mais qu'un jour il comprendrait. Il m'a rassuré en me disant que tout irait bien, que je trouverais le bonheur et l'amour. Je ne me souviens pas de tous les détails mais c'était le plus grand réconfort que j'ai jamais ressenti. Il m'a fait me sentir bien à un moment où, depuis des années, rien n'y arrivait. Nous avons parlé un moment puis il est parti, mais je n'ai pas réussi à le retrouver et personne d'autre ne l'a vu. Il était la chose la plus proche d'un ange que je puisse imaginer. Ou peut-être simplement un être humain vraiment gentil et doué pour lire les jeunes garçons gays qui se détestent. Mais moi, je crois à la première option. La dame en rose. C'est ainsi que je l'appelais, parce qu'elle portait toujours des vêtements d'un rose éclatant et que sa peau avait elle-même une teinte rosée. J'avais l'habitude de me rendre dans un parc non loin de chez moi. J'y courais pendant environ 1 heure avant de rentrer. Un été, le jour le plus chaud de l'année, j'ai remarqué pour la première fois cette femme. Elle était un peu en surpoids et je ne l'avais jamais vue auparavant. Je me souviens m'être dit qu'une journée à 37 degrés était vraiment mal choisie pour commencer à marcher ou à faire du sport. Je l'ai d'abord aperçue de loin, mais même à cette distance je voyais sa bouche grande ouverte. Elle avançait d'un pas rapide, presque glissant, avec une démarche désordonnée qui donnait l'impression qu'elle essayait de courir avec un vêtement qui la gênait. Au fil des semaines, je l'ai revue plusieurs fois. Toujours habillée de rose, toujours la bouche ouverte, toujours avec ce même pas pressé. Nous étions rarement proches l'un de l'autre, car le chemin du parc se divisait souvent en plusieurs sentiers. J'en avais parlé à des amis qui avaient suggéré qu'elle faisait peut-être de la marche rapide. Après avoir regardé des vidéos de ce sport, j'ai vite écarté cette idée. Un jour, je courais en sens inverse d'elle et je savais que nos trajectoires allaient se croiser.
Plus je m'approchais, plus je pouvais distinguer les détails. J'ai levé la main et lancé un « bonjour » en souriant. C'est là que j'ai vu ses yeux. D'un brun très sombre, presque noir, il était difficile de distinguer l'iris de la pupille. Elle s'est figée, m'a fixé intensément, puis a souri. Enfin, c'est ainsi que je l'ai perçu, car son visage a changé d'une manière étrange et brusque. Sa bouche est passée d'un rond à une moue, puis à une expression neutre, à un sourire crispé, avant de revenir à sa forme initiale. Tout cela en quelques secondes, d'un geste saccadé, comme si son visage imitait maladroitement une émotion humaine. L'effet m'a donné un frisson immédiat. En quittant le parc ce jour-là, je l'ai revue assise sur un banc. Elle me fixait encore, immobile, le regard planté dans le mien alors que je montais dans ma voiture. Elle a continué à me suivre des yeux jusqu'à ce que je disparaisse. Je ne l'ai plus jamais revue par la suite. Au restaurant où je travaillais autrefois, il y avait une vieille dame qui venait tous les dimanches, toujours à 11h précises. Elle commandait toujours la même chose, s'asseyait seule, parlait très peu et laissait toujours le même pourboire. L'addition s'élevait à environ 11 $ et elle laissait toujours 13,55 $. Elle connaissait la plupart d'entre nous par nos prénoms et un week-end, elle s'est retrouvée dans ma section. D'habitude, elle ne parlait pas beaucoup, mais ce jour-là, elle n'arrêtait pas de me poser des questions et de faire des commentaires étranges. Elle parlait sans cesse de mes grands-parents et disait des choses comme « Oh, je parie qu'ils sont très fiers de toi. Pense à les remercier et à leur dire que tu les aimes. » Ce genre de remarque est assez typique des personnes âgées, j'imagine. Vers la fin de son repas, elle n'arrêtait pas de parler de mon collier. C'était une chaîne en or avec une croix que ma grand-mère m'avait offerte quand j'avais 14 ans. Elle est décédée peu après. On ne voyait même pas vraiment le collier, puisque je portais une chemise avec une cravate, donc elle a dû l'apercevoir quand je me suis penché. J'ai sorti la croix pour qu'elle puisse mieux la voir. Elle l'a attrapée et tirée vers elle en me disant que tant que je la porterais, ma grand-mère continuerait de veiller sur moi. Je ne savais pas trop quoi répondre. J'ai juste pensé qu'elle devait se sentir particulièrement seule ce jour-là, alors j'ai joué le jeu. Elle est partie et je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à ce qu'elle avait dit. Ce jour-là, je faisais une double journée et je ne suis rentré chez moi qu'à 10h du soir. Je me suis arrêté à une station-service pour acheter 2 ou 3 trucs, et, incroyable, le total était de 13,55 $. J'ai ri et payé avec un billet de 20 $. La caissière m'a demandé d'attendre un instant parce qu'elle devait aller chercher de la monnaie. Pendant que j'attendais, à peine 30 secondes, une voiture s'est fait percuter violemment par un énorme pick-up en quittant le parking. Nous avons appelé les secours et vérifié si les conducteurs allaient bien. Heureusement, la personne touchée conduisait un gros Yukon. Elle était blessée mais a été transportée à l'hôpital et a survécu. Si ça avait été moi, dans ma petite Saturne, j'y serais probablement resté. Et le pire, c'est que j'aurais très probablement été en train de sortir du parking à ce moment précis si la caissière n'avait pas eu besoin d'aller chercher de la monnaie. Je sais, tout cela pourrait n'être qu'une coïncidence, mais attends, ce n'est pas tout. Le week-end suivant, la vieille dame n'est pas venue au restaurant. Nous étions tous un peu inquiets, mais nous n'avions aucun moyen de la contacter, ni elle ni sa famille. Le week-end d'après, même chose. Puis, un jour au hasard, alors que je me tenais à la réception, une femme est entrée et nous a dit que sa mère était décédée. Elle voulait simplement nous en informer, car elle savait qu'elle venait chaque semaine. Nous lui avons présenté nos condoléances et, en voyant mon badge, elle m'a dit « Oh, elle m'a parlé de toi. Elle m'a dit de te dire de toujours porter ta croix. » Je ne suis pas très religieux, mais ma grand-mère l'était. Alors je ne sais pas vraiment comment appeler cette femme, ange gardien ou quelque chose du genre, mais j'ai toujours eu le sentiment que c'était bien plus qu'une simple coïncidence. Je porte encore ce collier tous les jours, près de 20 ans après que ma grand-mère me l'a offert. Superstition ? Peut-être. Tout ce que je sais, c'est que les rares jours où j'oublie de le mettre, je l'enlève pour dormir, ces journées sont affreuses. Tout semble aller de travers quand je ne le porte pas.
J'ai travaillé comme chauffeur Uber pendant 1 an, puis dans un grand magasin pendant 2 ans. Durant cette période, j'ai croisé 2 femmes qui m'ont profondément marqué, sans que je comprenne vraiment pourquoi. Elles n'étaient pas particulièrement belles, ni laides d'ailleurs. Elles avaient un visage ordinaire, un air banal qu'on oublierait facilement dans une foule. Leur voix n'avait rien de séduisant non plus, ni de doux ni de mélodieux. Pourtant, quelque chose chez elles exerçait une étrange attraction, presque magnétique. La première fois, c'était lors d'une course Uber. Elle était montée à l'arrière, polie, calme, un peu timide. Dès qu'elle avait parlé, j'avais ressenti une sorte de tension intérieure, un frémissement, comme si l'air entre nous s'était épaissi. Ce n'était pas du désir, ni de l'attirance physique, mais une émotion brute, instinctive, difficile à nommer. J'avais l'impression de percevoir quelque chose au-delà de ce que je voyais, comme si sa présence éveillait une partie de moi endormie. La seconde, je l'ai rencontrée au magasin, des mois plus tard. Elle était venue chercher un article banal, une lampe je crois. Même réaction. Dès le premier regard, mon cœur avait réagi avant ma tête. Ce n'était pas de l'amour, ni une envie, ni une fascination classique. Plutôt une sensation intérieure, presque familière, un écho d'émotions que je n'aurais pas dû ressentir pour une inconnue. C'est difficile à décrire, mais c'était comme ces papillons dans le ventre que l'on ressent avant un premier baiser, sauf qu'il n'y avait ni baiser, ni attente, ni contexte romantique. Juste une présence, et ce sentiment venu de nulle part. J'ai rencontré des femmes magnifiques, des filles au charme évident, au sourire étudié, aux voix captivantes. Pourtant, jamais je n'ai ressenti ce genre de connexion étrange avec elles. Ces 2 femmes, elles, dégageaient autre chose. Pas de beauté spectaculaire, mais une lumière intérieure, ou peut-être une densité émotionnelle. Après ces rencontres, j'ai repensé souvent à cette sensation. Elle ne ressemblait pas à une attirance ordinaire. C'était comme si, pour un instant, leurs âmes avaient frôlé la mienne. J'avais 5 ans et mon frère en avait 3. La famille avait décidé de faire une excursion d'une journée à Gettysburg, en Pennsylvanie. Mon père est passionné par la guerre de sécession et il était très enthousiaste à l'idée de visiter un endroit appelé Devil's Den, où un grand nombre de soldats avaient été tués pendant l'une des batailles les plus sanglantes de cette guerre. Je me souviens que c'était en août, il faisait chaud et humide ce jour-là. Je me rappelle marcher avec mes parents en montant une colline quand ils ont été abordés par un homme vêtu d'un uniforme complet de l'Union. Je me souviens avoir pensé qu'il devait avoir chaud à s'habiller comme ça. Je croyais sincèrement qu'il était guide touristique, parce que je pensais qu'on obligeait les guides à porter cet uniforme, c'est ce qu'on faisait à l'époque, du moins c'est ce que je croyais. Je ne me souviens pas de la conversation entre lui et mes parents. J'ai juste pensé que c'était une discussion d'adultes. Nous sommes arrivés en haut de la colline, sur une falaise rocheuse, c'est important pour la suite, où il montrait des choses à mes parents, surtout à mon père. Il n'y avait qu'un seul chemin pour accéder à cette colline et en repartir, celui que nous avions pris. Je commençais à m'ennuyer quand il a désigné quelque chose pour que mon frère et moi allions regarder. Je suis allé jusqu'au bord, j'ai regardé en bas et je n'ai rien vu. Quand je me suis retourné pour lui dire, il n'était plus là. Plus du tout. Disparu. Mes parents, mon frère et moi avons redescendu toute la colline à sa recherche mais nous ne l'avons pas retrouvé. Plus tard, mon père m'a appris certaines choses. Il avait salué mon père par son prénom, ce qui l'avait beaucoup troublé car il ne l'avait jamais vu auparavant. Il avait dit à mon père qu'il venait d'une ville non loin de Gettysburg et lui avait montré, depuis la colline, différentes villes alentour. Plus tard, mon père a découvert que toutes ces villes avaient été détruites pendant la guerre de sécession. Le parc n'obligeait aucun guide à porter des uniformes ce jour-là parce qu'il faisait trop chaud. Mon père a même remarqué que cet homme ne transpirait pas. Je crois que j'ai déjà raconté cette histoire, mais elle me revient souvent en mémoire. C'était il y a plusieurs années, juste avant un examen national qui allait déterminer le cours de ma vie. Ma famille avait décidé de partir en vacances pour m'aider à relâcher la pression avant la rentrée. Nous étions dans un petit hôtel au bord de la mer, et tout paraissait étrangement calme,
presque figé dans le temps. Un après-midi, alors que je passais près du café du bord de la piscine, j'ai remarqué une vieille femme assise seule à une table. Elle semblait hors du décor. Elle portait une robe sombre, un châle sur les épaules, et même un petit chapeau, comme si elle avait oublié la chaleur d'eau. Son apparence me rappelait une époque ancienne, quelque chose qu'on verrait dans une vieille photo jaunie. Quand nos regards se sont croisés, elle m'a fait signe d'approcher. Je me souviens encore de la manière dont elle tenait son sac à main contre elle, avec une lenteur paisible, comme si elle avait tout le temps du monde. Elle m'a tendu quelques billets en me demandant d'aller lui acheter une glace. J'étais un enfant extrêmement nerveux, le genre à éviter tout contact avec les inconnus. Pourtant, devant elle, je n'ai rien ressenti de menaçant. Sa voix avait une douceur tranquille, et son regard semblait porter une bienveillance sincère. J'ai pris l'argent sans hésiter et je suis allé lui chercher la glace. Quand je suis revenu, elle m'a remercié avec un sourire discret. Nous avons échangé quelques mots, de simples banalités, puis elle m'a observé un instant avant de me dire d'un ton presque solennel. « De grandes hauteurs t'attendent. » J'avais répondu un simple merci avant de retourner vers ma famille. Ce n'est que plus tard, en m'asseyant à notre table, que j'ai réalisé que je ne la voyais plus. Je n'ai jamais su si elle était partie pendant que j'avais le dos tourné ou si je l'avais simplement perdue de vue dans la foule. Je ne me souviens même pas d'avoir vu la glace fondre entre ses mains. 8 ans ont passé depuis ce jour, et pourtant c'est le souvenir le plus clair que je garde de ces vacances. Ni la mer, ni la chaleur, ni les rires de ma famille ne me reviennent avec autant de précision. Seulement cette vieille femme, son regard calme, et cette phrase qui résonne encore parfois sans que je sache pourquoi. Je vivais dans ce quartier tranquille où je reconnaissais à peu près tout le monde de vue, sans les connaître personnellement. J'étais dehors, devant une église qui avait récemment brûlé. J'y allais souvent quand j'étais enfant mais j'ai fini par arrêter, à cause de ce que tout cela représentait pour moi. Ton corps est ton temple, tu peux prier Dieu partout où tu vas, l'église qui réclame 10% de tes revenus chaque année, les gens qui se donnent des airs plus sains que les autres, etc. Je fumais tranquillement un petit joint pour passer le temps avant de rentrer chez moi, quand une femme, noire, qui disait être portoricaine comme moi, est passée devant moi, m'a regardé et a entamé directement une conversation alors que j'étais sur mon téléphone à regarder de l'anime et à fumer. Je ne suis pas la personne la plus sociable, mais si on me parle pendant que je suis occupé et qu'on insiste, je finis par arrêter ce que je fais pour répondre. Alors j'ai éteint mon joint, rangé mon téléphone, enlevé mes écouteurs et j'ai commencé à discuter avec elle. Je n'avais nulle part où aller, alors pourquoi pas? Elle a commencé à me dire que j'avais un très gros nuage sombre au-dessus de moi et que je devais être plus positif dans la vie et recommencer à prier. Il faut dire que je naviguais depuis un moment entre athéisme et religion. À un moment, après avoir quitté l'église, j'ai arrêté de prier. Pendant un temps je me suis senti seul et j'ai pensé qu'il n'y avait ni ciel ni Dieu. Cette femme m'a parlé du ciel et du bonheur qu'elle ressentait en me voyant. Elle m'a dit que ma grand-mère, morte depuis que j'avais 2 ou 3 ans, lui avait parlé de moi et qu'elle me manquait. À ce moment-là, j'étais vraiment bouleversé et je lui ai demandé, « Si tu connais ma grand-mère, quel est son nom ?» Elle m'a donné sans hésiter le nom complet de ma grand-mère. J'en avais la chair de poule. Elle m'a expliqué que ma grand-mère veillait sur moi, qu'elle m'aimait ainsi que mes frères et sœurs. Elle m'a dit que je ne la rejoindrais pas de sitôt et que je devais continuer à vivre ma vie pleinement. Finalement, elle a regardé sa montre et a dit « Bon, il est temps pour moi, je dois aller prendre mon bus. » Elle m'a dit au revoir et est partie en direction de ma maison. J'ai rallumé mon joint, repris mon téléphone et j'ai regardé dans sa direction pour voir si elle marchait encore, mais non. Plus rien. Disparu. À ce jour, cette histoire me fait toujours froid dans le dos mais elle m'a aussi redonné la foi en Dieu. Je ne connaissais pas vraiment ma grand-mère mais, d'après les photos de nous deux, je peux voir qu'elle m'aimait énormément. C'était il y a quelques années. Je travaillais chez Best Buy et, un jour, un type est entré dans le magasin avec une tenue qui semblait pensée pour passer inaperçue, mais qui attirait l'attention précisément pour cette raison. Une veste bordeaux, des lunettes de soleil opaques et une casquette de baseball tirée bas sur son front.
En le voyant, j'ai eu un bref moment d'inquiétude. J'ai pensé qu'il pouvait être un voleur ou pire, quelqu'un de dangereux. Il s'est dirigé vers un rayon, a pris un panier et a commencé à le remplir de piles AA. Des dizaines et des dizaines. Au final, il en avait pour environ $200 de piles. Rien que ça. À l'époque, nous devions demander systématiquement aux clients s'ils avaient un compte fidélité et vérifier leur email pour enregistrer l'achat. Alors, au moment de passer à la caisse, je lui ai posé la question. « Êtes-vous membre du programme Best Buy Reward ?» Aussitôt, j'ai vu son visage changer. Il a eu un mouvement de recul, son corps a semblé se raidir. Il paraissait confus, comme s'il ne comprenait plus ce que je venais de dire, puis il a fini par répondre « oui » d'un ton hésitant. Quand je lui ai demandé son adresse email, il s'est figé. Il est resté silencieux une seconde, comme s'il cherchait une réponse crédible dans sa tête. Puis il a lâché quelque chose comme « email.com, ça sonne comme un email, non ?» Il avait dit ça d'une voix basse, presque enfantine, et tout en parlant il baissait la tête vers ses piles, évitant mon regard. C'était tellement bizarre que j'en ai eu un léger frisson. Voyant qu'il n'arrivait pas à donner d'informations et que la situation devenait gênante, j'ai décidé d'arrêter de poser des questions. J'ai passé ses articles, encaissé son achat, et je l'ai laissé repartir aussi vite que possible. Quand il est sorti du magasin, je l'ai suivi des yeux par la vitre. Il marchait d'un pas pressé, presque mécanique, son sac de piles dans la main. Je me souviens avoir eu ce sentiment étrange qu'il n'était pas un simple client. Comme si quelque chose en lui, ou dans ce qu'il faisait, échappait à la normalité. Je ne crois pas aux théories du complot. Je suis quelqu'un de très sceptique en général. Pourtant, ce jour-là, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander qui il était et ce qu'il comptait faire avec toutes ces piles. Était-ce juste un excentrique, un collectionneur, ou quelque chose de plus inquiétant? Je n'ai jamais eu de réponse, mais cette scène me revient parfois en mémoire, avec ce même sentiment de mystère. Je viens d'une petite ville. Pas le genre de ville où tout le monde se connaît, mais plutôt une ville un peu en retrait, loin de l'agitation des grandes cités. Et j'adorais ça. J'aimais la manière dont elle restait attachée à sa culture malgré quelques touches de modernisation. Mes parents avaient décidé de déménager en ville pour que je puisse poursuivre mes études et avoir de meilleures opportunités professionnelles. Moi, je ne voulais pas partir. J'étais né et j'avais grandi dans cette ville, elle me tenait à cœur. Mais après quelques discussions, j'ai fini par accepter. J'avais peur, terrifié même, de ne pas réussir à m'en sortir. Ce jour-là, j'allais à l'école en bus, comme toujours. J'étais assise près de la fenêtre et, devant moi, il y avait deux petites filles d'environ 6 ou 7 ans. Elles parlaient un anglais hésitant, ce n'est pas notre langue maternelle. Le bus s'est arrêté et un homme d'une 50aine ou 60aine d'années a commencé à leur parler. Je n'ai pas prêté attention à ce qu'il disait jusqu'à ce qu'il me désigne du doigt et dise quelque chose comme « Elle peut le faire. Regarde comme elle a l'air intelligente. Elle fera sûrement des merveilles dans la vie. » Je ne sais pas qui était cet homme. Je ne l'avais jamais vu auparavant et je ne l'ai jamais revu depuis. Mais, monsieur, merci du fond du cœur. Vous avez été un véritable ange pour moi. Ces mots étaient exactement ce dont j'avais besoin avant d'entrer dans un nouveau monde. Et chaque fois que j'ai envie d'abandonner et de revenir en arrière, je me rappelle qu'un jour, un vieil homme sage m'a dit que je pouvais accomplir de grandes choses. J'ai eu 3 brèves rencontres avec cet homme, il y a quelques années, quand j'étais encore à l'université. La journée avait commencé tout à fait normalement. Je travaillais sur un stand pour une journée de présentation destinée aux futurs étudiants. L'ambiance était banale, les conversations allaient bon train, et tout le monde attendait la fin de la journée avec une certaine lassitude. Puis, sans prévenir, un silence s'est installé dans la salle. Comme si une onde invisible avait parcouru la foule. J'ai levé les yeux, intrigué, et c'est à ce moment-là que je l'ai vu. Il avançait lentement à travers le grand hall, très grand, la peau étrangement bronzée,
vêtu d'une manière qui semblait venir tout droit d'une autre planète. C'était un mélange improbable de cuir noir, de chêne, de motifs rouges et de tissus brillants, comme si quelqu'un avait décidé de concentrer tout le style d'un magasin hot topic en un seul être humain. Mais ce qui le rendait vraiment impossible à ignorer, c'était ce manteau. Un immense manteau de fourrure, à la Macklemore ou Cruella de Vil, qui flottait derrière lui à chacun de ses pas. Il traversait la pièce avec un calme total, sans un regard pour personne, comme s'il ne voyait même pas la foule autour de lui. Le contraste entre sa prestance et le silence gêné des étudiants rendait la scène irréelle. Puis il a disparu par une autre sortie, sans un mot, sans un bruit. Plus tard dans la journée, alors que je ramenais du matériel à notre bureau, je l'ai revu. Il se tenait à quelques mètres, cette fois sans le manteau, en train de discuter avec un groupe de filles du club des étudiants républicains. Le mot « discuter » est faible. Il gesticulait, parlait fort, presque théâtralement. Ses mains volaient dans tous les sens, son visage exprimait à tour de rôle la colère, la surprise, la passion. Les filles, d'abord sur la défensive, finissaient par rire nerveusement, comme si elles n'étaient pas sûres de ce qui se passait. Plus tard encore, alors que je rentrais chez moi après mon unique cours de l'après-midi, je l'ai aperçu une troisième fois. Le manteau de fourrure était de retour, majestueux et absurde sous le soleil. Il se tenait devant l'entrée du bâtiment de génie, tenant la porte grande ouverte. Personne ne passait. Il chantait, seul, d'une voix au perché, presque irréelle, un air que je n'ai pas reconnu. Je me suis arrêté un instant pour l'observer. Il semblait totalement à l'aise dans cette étrangeté, comme s'il suivait une logique qui m'échappait complètement. Puis j'ai repris ma route, le laissant à sa performance invisible, sans savoir si j'avais assisté à une scène d'art expérimental ou simplement à une journée normale dans sa vie à lui. Je ne l'ai jamais revu. Parfois, quand j'y repense, je me dis qu'il n'était peut-être que de passage. Un voyageur un peu décalé, venu visiter notre monde pour une journée, avant de repartir, satisfait de son escale sur Terre. J'ai grandi vraiment pauvre, ce qui voulait dire qu'on avait une vieille voiture pourrie et qu'on n'avait jamais les moyens d'en acheter une meilleure ou de la faire réparer correctement. Elle avait un problème d'alignement qui usait sans cesse un pneu. Un jour, évidemment, quelque chose sur la route a frappé ce pneu juste comme il fallait et il s'est mis à fuir, pile quand ma mère venait nous chercher à l'école. On a réussi à rouler jusqu'à la station-service juste un peu plus loin et ma mère m'a envoyé acheter une bombe anti-crevaison. Je suis entré dans la boutique. Il n'y avait que moi. La disposition du magasin faisait qu'on voyait tout l'espace depuis la seule porte d'entrée. Pas de toilette publique. Un seul caissier derrière le comptoir. La porte avait des clochettes. J'étais seul, je le jure. Je prends la bombe quand, tout à coup, j'entends un homme dire « T'as un pneu crevé ?» Je lève les yeux et je vois un gars devant moi en tenue de mécanicien. Il n'y avait aucun moyen qu'il soit entré sans que je le voie ni l'entende. Étant un ado timide, nerveux et franchement flippé, je hoche juste la tête. Il me dit de dire à ma mère d'amener la voiture derrière, près de la pompe à air, qu'il nous y retrouvera avec son camion. Je n'avais jamais mentionné ma mère, d'ailleurs, mais je n'ai réalisé ça qu'après coup. J'ai fait ce qu'il a dit. Et là, miracle, le gars est bien un spécialiste des pneus, avec un camion plein du matériel exact dont on avait besoin. Il répare notre pneu, paie l'air pour le gonfler et refuse que ma mère le paie. Puis il remonte dans son camion et repart dans la même direction que nous devions prendre pour rentrer. Ma mère accélère pour essayer de le rattraper et noter le numéro de son camion pour pouvoir dire à son patron quel type formidable il est, mais quand on arrive au virage, il n'y a plus rien. Il avait disparu. Il n'y avait pas de route adjacente, pas de sortie, juste une longue ligne droite. Il était devant nous, il prend le virage, et ensuite plus rien. Plus tard dans la soirée, on a cherché le nom de l'entreprise écrit sur son camion. Elle n'existait pas. On connaissait même la ville indiquée sous le nom de l'entreprise, et la fois suivante qu'on y est allé, on a demandé aux gens. Personne n'avait jamais entendu parler de ce garage. Pour une petite ville du Sud, c'est impossible. Je n'ai aucune idée de ce qu'était cet homme, mais on n'a plus jamais eu le moindre problème avec ce pneu.
Jamais. Il a même tenu plus longtemps que les 3 autres. Homme mystérieux et bienveillant des pneus, qui que vous soyez et où que vous soyez, merci. Un jour, j'ai eu une rencontre dans la rue qui m'a hanté pendant des mois. Un homme s'est approché de moi. Ses vêtements étaient étranges, d'un style indéfinissable. Rien n'était vraiment choquant, mais chaque pièce semblait unique, comme si tout avait été confectionné sur mesure dans un atelier que je ne pouvais imaginer. Il paraissait excité, presque fébrile, ses gestes un peu désordonnés. Il m'a demandé l'heure. Je lui ai répondu, il devait être environ 13h30. Il a secoué la tête, l'air inquiet, puis m'a demandé la date. Je la lui ai donnée. Il m'a remercié avec une intensité qui m'a frappé et il est parti d'un pas rapide, presque en courant, disparaissant dans la foule. La scène s'est déroulée près de l'hôpital local. Il est possible qu'il ait été un patient en fugue, ou quelqu'un en plein jeu de rôle, je n'en sais rien. Pourtant, rien dans son attitude ne ressemblait à une mise en scène. Il n'y avait ni sourire en coin ni connivence. Tout paraissait sincère et pressé. En le regardant s'éloigner, j'ai ressenti quelque chose d'inexplicable, une impression persistante que je n'arrive toujours pas à chasser. Pendant des jours, puis des semaines, j'ai repensé à lui. À ses vêtements hors du temps, à son regard presque perdu, à son empressement. J'avais l'impression qu'il venait d'ailleurs, qu'il était égaré dans notre époque et cherchait des repères. Peut-être n'était-ce qu'un inconnu troublé, mais cette rencontre reste l'une des plus étranges de ma vie. Mon ami et moi étions en train de faire la queue dans un salon de thé à Perles en début 2019. Il y avait beaucoup de monde, et un homme est entré avec un caddie de supermarché, un vrai grand caddie, venu de l'épicerie du coin. Dans son caddie, il y avait plusieurs grands plateaux de fêtes déjà préparés. Fromage et biscuits, crudités, ce genre de choses. L'homme lui-même paraissait totalement normal. Il devait avoir une trentaine d'années, habillé de manière décontractée mais soignée. Il a fait un signe de tête amical au caissier, qui lui a répondu de la même manière. J'ai supposé qu'ils se connaissaient. Je n'avais jamais vu quelqu'un se promener avec un caddie plein de plateaux de fête, mais je me suis dit qu'il faisait peut-être une livraison à pied. Après avoir détourné les yeux, il a légèrement reculé sur moi et j'ai dit « Oh pardon » en m'écartant. Il m'a regardé dans les yeux, a souri et m'a dit, d'une voix incroyablement rassurante, « Chérie, ne t'inquiète pas pour les autres, pense à toi. Tu n'as pas besoin de t'excuser tout le temps. » Mon ami s'est retourné et a plaisanté, « Il doit te connaître, parce que j'ai tendance à m'excuser immédiatement. » Il lui a souri et lui a dit gaiement, « Oui. » Il a attendu dans la file à côté de moi, très près, mais pas de son propre fait, son caddie prenait tout l'espace restant. Il n'a rien ajouté. Je n'ai ressenti aucun malaise, ce qui est inhabituel pour moi. Normalement, je suis anxieuse et mal à l'aise quand un inconnu, surtout un homme, est si proche de moi. Mais lui, même s'il était presque collé à moi, ne donnait aucune impression de vouloir envahir mon espace. Il se tenait là comme s'il était à côté d'une vieille amie et je me sentais étrangement à l'aise. Quand mon ami a atteint le comptoir et a commencé à passer commande, l'homme s'est écarté vers le côté. Instinctivement je me suis tourné vers lui. Il a alors poussé un peu son caddie et, d'un seul geste fluide, s'est mis au sol, a fait une pompe, a embrassé mon pied et s'est relevé d'un bond. Un seul burpé. Debout, il m'a souri très amicalement et a dit calmement et joyeusement « Je t'aime », a regardé le caissier, l'a répété exactement de la même façon, puis s'est rapproché de son caddie. Je me suis tourné vers le comptoir, complètement confuse. Mon ami s'est retourné juste après avoir passé sa commande, a regardé derrière moi et a dit « Où est passé le type au caddie ?» Il avait disparu. Lui. Son caddie. Évaporé d'un salon de thé bondé en 5 secondes. On ne le voyait même pas dehors à travers la grande baille vitrée. C'était impossible. Plus tard, mon ami m'a demandé pourquoi il disait « Je t'aime ». C'était tout ce qu'elle avait entendu de la scène. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé pendant qu'elle commandait et elle était choquée.
Elle a presque eu du mal à me croire, mais le couple à côté de nous, qui attendait sa commande, a confirmé mon récit, et moi, honnêtement. Les gens derrière nous dans la file semblaient extrêmement confus. Le caissier, lui, a réagi à peine et a pris ma commande comme si c'était normal, ayant travaillé dans la restauration, ça ne m'a pas tant surprise. Ce salon de thé est littéralement attaché à mon immeuble. J'y vais tout le temps. Je n'ai jamais revu cet homme depuis. Ce qui me perturbe le plus, c'est que cet homme ne m'a jamais donné la moindre impression d'être louche. Je suis anxieuse et introvertie et j'ai généralement un bon radar pour repérer quand quelqu'un va faire quelque chose de bizarre. Je n'ai d'habitude aucune réaction neutre face à un inconnu trop familier, surtout un homme, mais cet homme n'a déclenché aucun signal d'alarme en moi. Il m'a embrassé le pied en pleine journée, dans un lieu bondé, mais ce n'était ni sexuel ni inapproprié. C'était comme un geste cordial, exécuté en quelques secondes, sans rien attendre. Il est juste entré, a perçu ma manie de m'excuser en un instant, a attendu dans la file sans raison, n'a livré ou reçu aucune commande, m'a embrassé le pied comme si j'étais une reine du bubble tea, m'a déclaré son amour, et a disparu sans laisser de traces. Qui était ce type ? Comment son énergie bizarrement bienveillante et familière et son comportement socialement inadapté ne m'ont-ils pas alarmé ? Comment savait-il que je m'excuse tout le temps ? Pourquoi faisait-il la queue pour rien ? J'étais pauvre, affamé, et je me rendais à un entretien d'embauche. Le matin, j'étais parti sans rien avaler, le ventre déjà vide mais l'esprit fixé sur cet espoir de travail. À la fin de l'entretien, la faim s'était transformée en douleur aiguë. Mon estomac se contractait comme un poing fermé, je me pliais en deux sur le trottoir devant le bâtiment. Finalement, incapable de tenir debout, je me suis assis contre le mur froid, les mains sur le ventre, le regard perdu dans le sol. Presque aussitôt, une femme est apparue. Elle semblait surgir du flux de passants comme si elle savait exactement où j'étais. Dans ses bras, un sac rempli de nourriture qu'elle venait d'acheter plus bas dans la rue. Sans un mot d'explication, elle m'a tendu plusieurs choses, bien plus que ce dont j'avais besoin. J'ai essayé de refuser, gêné par tant de générosité, mais elle a insisté, me fixant avec un regard doux et déterminé. Puis elle est repartie dans la foule, son pas léger s'éloignant comme si elle n'avait fait qu'accomplir une mission. En la voyant disparaître, j'ai ressenti une certitude étrange, profonde, presque irréfutable. Ce n'était pas seulement une inconnue compatissante. Dans mon cœur, j'étais convaincu qu'elle était Krishna lui-même, ou bien un messager envoyé par Krishna, prenant une forme humaine le temps de me tendre la main. En fait, j'ai une histoire à raconter, mais elle est arrivée à un très bon ami à moi. Mon ami c'est quelqu'un que je connais depuis mon enfance, et il s'est avéré qu'il est allé dans la même université que moi. Nous étions même dans la même fraternité. La manière dont il raconte cette histoire est incroyable, donc j'espère lui rendre justice. Pour commencer, S vivait dans la maison principale où se tenaient toutes les fêtes. Les gens qui y habitaient, ainsi que ceux qui y avaient vécu les années précédentes, disaient tous qu'elle était hantée. C'était une sorte de blague récurrente dans la fraternité, mais les résidents prenaient ça très au sérieux. Ils racontaient qu'ils entendaient souvent des bruits étranges et d'autres phénomènes inexpliqués. S disait même qu'il savait où vivait le fantôme, dans sa propre chambre, dans un petit espace sous le toit qu'il gardait toujours fermé. Ils avaient même donné un nom au fantôme, quelque chose comme Sally le fantôme, mais je ne me souviens plus exactement. Quelques années plus tôt, alors que nous étions encore à l'université, nous avions des réunions de fraternité tous les dimanches pour discuter de sujets importants. À la fin, chacun pouvait partager des histoires amusantes ou intéressantes du week-end. Un jour, S lève la main et commence à raconter la sienne. Il dit qu'il était dans le seul bar de notre ville universitaire, celui où tout le monde allait. En fait, nous y étions tous ce soir-là. Ce bar avait toujours la même clientèle, donc presque tout le monde se connaissait plus ou moins. Il raconte qu'assez tard dans la soirée, quand la plupart d'entre nous étaient déjà partis, il a rencontré une fille très pâle, avec des cheveux blonds argentés. Elle était seule, ce qui était inhabituel, car les gens venaient généralement en groupe ou retrouvaient des amis sur place,
surtout que la plupart faisaient partie d'une fraternité ou d'une sororité. Il dit qu'ils ont bien accroché, mais qu'il y avait quelque chose d'étrange chez elle. D'abord, il ne la connaissait pas, ce qui était rare dans ce bar. Ensuite, elle refusait de lui dire son nom. Chaque fois qu'il lui demandait, elle changeait de sujet. Malgré ça, ils ont fini par rentrer chez lui pour coucher ensemble, mais elle dit qu'il ne se souvient pas de l'avoir fait. Tout ce dont il se souvient, c'est de s'être réveillé le lendemain matin, seul. Il dit que c'était bizarre, car il n'était même pas vraiment ivre. Quand il s'est réveillé, il s'est senti très mal à l'aise. Sa porte était toujours verrouillée, et elle ne pouvait être ouverte de l'intérieur que par ses clés, qu'il avait sur lui. Mais ce qui l'a vraiment glacé, c'est que la trappe du grenier, celle où il disait que le fantôme vivait, était grande ouverte. Il ne l'ouvrait jamais, d'abord parce qu'il avait peur du fantôme, et ensuite parce qu'en hiver, cela faisait un courant d'air. Donc il s'est réveillé avec la fille disparue, sa porte toujours verrouillée de l'intérieur, et la trappe ouverte. Il a fini son histoire en disant « Les gars, je crois que j'ai couché avec Sally le fantôme cette nuit. » C'était la veille de mon départ en mission. Le lendemain matin, je devais être déployé pour 6 ou 7 mois loin de ma famille et de mes amis. Mon moral n'était pas au beau fixe, je sentais déjà le poids de l'absence. Un ami m'avait invité chez lui, à la ferme, pour cuisiner, boire un peu et se détendre ensemble. Ce soir-là, l'air était froid, l'automne avait recouvert les collines d'une lumière dorée. Assis sur une chaise à bascule sur le porche, une bière glacée à la main, je regardais le soleil descendre derrière l'horizon. Je pensais à la vie qui continuait ailleurs, dans d'autres coins du monde, si différente de ce qui m'attendait. C'est alors qu'un chien est apparu. Il est sorti de nulle part, a tourné lentement autour de moi puis s'est allongé à mes pieds. Ses yeux étaient fixés sur les miens. Au début, je n'y ai pas prêté attention. En essayant de reprendre une gorgée de bière, j'ai murmuré d'une voix basse en le regardant, « Tu es un petit chien chanceux, toi. Tu ne sais même pas si on est vendredi ou samedi. » Mais quelque chose a commencé à changer. Le chien a glissé sa tête sous mon bras et a continué à me regarder droit dans les yeux, immobile, sans cligner. Il y avait dans son regard une douceur et une sagesse que je n'avais jamais vues chez un animal. Pendant de longues secondes, nous nous sommes tenus ainsi, comme suspendus hors du temps. Puis il s'est levé et est parti dans la maison. Quelques instants plus tard, il est revenu. Dans sa gueule, il tenait ma veste militaire, celle que je devais porter le lendemain pour partir. C'était impossible. Il ne me connaissait pas, c'était notre première rencontre, il ne m'avait jamais vu avec cette veste. Pourtant il me l'a apportée, s'est approché, a insisté en remuant la queue et a poussé contre moi jusqu'à ce que je l'enfile. Et à ce moment-là, j'ai ressenti une chaleur inattendue. La peur, la tristesse, le poids de mon départ se sont dissipés. Je me suis senti en sécurité. Je suis convaincu que ce n'était pas un simple chien. C'était un ange. Quand je suis revenu de mission, j'ai demandé à mon ami des nouvelles du chien. Je voulais savoir s'il y avait un moyen de l'adopter. Il m'a raconté que le chien avait quitté la ferme quelques semaines après mon départ. En fait, personne ne savait d'où il venait. Un jour il était apparu, ils avaient commencé à s'en occuper, puis il était reparti comme il était venu. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais le taux de suicide dans l'armée est bien plus élevé qu'on ne l'imagine. Peut-être que je ne serais plus là aujourd'hui si ce chien n'avait pas croisé ma route ce soir-là. Je lui dois beaucoup. Je travaillais autrefois dans un Ben & Jerry, il y a quelques années. J'avais un poste du matin et, d'habitude, les choses restaient calmes jusqu'à environ 3 heures de l'après-midi, quand la sonnerie du lycée voisin annonçait la fin des cours. Ce jour-là, environ 1 heure après le début de mon service, j'avais déjà nettoyé une des vitrines à glace et préparé une nouvelle fournée de cornets gaufrés. J'étais productive, mais je boitais affreusement. Petit retour en arrière, j'ai toujours été assez sportive. Baseball, volleyball, softball, arts martiaux, danse. Mais entre le sport et les nombreuses blessures, mon corps en a pris un coup.
J'ai eu 9 fractures, 3 commotions cérébrales et 3 luxations du genou. J'ai 26 ans, mais les os et les articulations d'une sexagénaire. Ce jour-là, dès mon réveil, mon genou me faisait souffrir. J'avais même emporté ma genouillère au travail. Comme j'étais seul sur le shift, devoir aller et venir sans arrêt n'arrangeait vraiment pas les choses. À un moment, un petit groupe de 4 personnes s'est approché de la boutique. Ils semblaient avoir entre 25 et 30 ans, 2 hommes et 2 femmes. Seules les femmes sont entrées. Je ne me souviens plus de leur commande, mais quand j'ai tendu la glace à la deuxième cliente, je lui ai souhaité une bonne journée avant de retourner à mes tâches. J'essayais de cacher ma boiterie tout le long, je ne voulais pas donner l'impression de sautiller derrière le comptoir. Puis elle m'a rappelé. Elle m'a dit qu'il semblait que j'avais mal. J'ai minimisé, en disant que ce n'était rien, mais on aurait dit qu'elle voyait à quel point je souffrais. Elle avait un fort accent, que je n'ai pas réussi à situer, mais j'ai compris qu'elle et ses amis voyageaient beaucoup. Elle m'a ensuite demandé si elle pouvait me tenir la main et dire une prière. J'ai trouvé ça un peu étrange, mais elle dégageait une telle bienveillance que je n'ai pas pu refuser. Elle a pris ma main et, en plein milieu de la prière, j'ai littéralement senti la douleur s'envoler de mon genou. C'était incroyable. Je lui ai demandé son nom, elle me l'a donné, mais impossible de m'en souvenir aujourd'hui. Je crois qu'il commençait par un M, mais je ne suis pas sûr. C'était entre 2015 et 2017. Depuis ce jour-là, mon genou ne m'a plus jamais fait mal. Je ne l'oublierai jamais. J'ai emménagé l'année dernière dans un nouvel immeuble et je suis persuadé qu'un couple de nos voisins n'est pas ordinaire. Ils paraissent tous deux dans la quarantaine. Le mari est aimable, mais d'une façon étrangement artificielle. Ce n'est pas qu'il soit hautain, au contraire, on sent qu'il fait des efforts, comme s'il jouait un rôle. Quand je le salue, il lève lentement la main, me fixe de son regard immobile, attend quelques secondes puis lâche d'une voix bizarre « Bonjour à vous ». Toujours le même ton, la même gestuelle, comme une routine répétée. Il passe son temps devant son garage, occupé à bricoler des trucs d'hommes, mais sans que je ne voie jamais l'aboutissement de ses projets. Tout semble mis en scène, comme si l'essentiel n'était pas de faire mais de donner l'impression qu'il fait. Sa femme est encore plus déroutante. Contrairement à son mari, elle ne me répond jamais. Quand je la croise, elle me fixe et suit mes mouvements du regard sans dire un mot. Elle reste debout dans l'entrée de l'immeuble et quand je gare ma voiture, elle ne bouge pas. Elle attend immobile, impassible, jusqu'à ce que je sois étrangement près d'elle avant de se retirer lentement. Et il y a ce détail que je n'arrive pas à comprendre. Je ne l'ai jamais vue porter de chaussures. Jamais. Pas une seule fois. Mais je n'ai jamais vu ses pieds non plus. Elle porte des chaussettes en permanence, été comme hiver. Je l'ai surprise à 2 reprises dehors sous une pluie battante, occupée à faire je ne sais quoi, en chaussettes seulement. Elle se promène ainsi, joue avec ses enfants ainsi, sans jamais montrer ses pieds. Tout ce que fait ce couple ressemble à un décor de film. On dirait des personnages sortis tout droit d'un « Men in Black », essayant maladroitement de se fondre dans la vie humaine mais en ratant certains détails. Je sais que ça a l'air fou, mais plus je les observe, plus je suis convaincu qu'ils cachent quelque chose. Un jour, un garçon que je voyais et moi avons décidé d'aller nous promener du côté de la montagne. J'avais pris ma voiture, une petite citadine qui n'avait rien d'un tout-terrain. On s'est arrêté sur le bas-côté, là où le sol était couvert de gravier et de cailloux, juste pour profiter un peu du paysage. Quand est venu le moment de repartir, les roues se sont enfoncées dans les pierres, bloquées. Impossible de bouger la voiture, même en accélérant doucement. Il est descendu, a essayé de pousser pendant que je tenais le volant, mais rien n'y faisait. Les pneus patinaient, le moteur gémissait, la voiture ne bougeait pas d'un centimètre. On a essayé ensemble, à 2, lui poussant de toutes ses forces. Toujours rien. Puis, au bout de quelques minutes, un vieil homme est apparu sur le bord de la route. Il devait avoir une 60aine d'années, pas spécialement grand ni costaud, mais il s'est approché calmement, sans dire un mot au début.
Il nous a demandé si on avait besoin d'un coup de main, et sans attendre notre réponse, il s'est placé derrière la voiture, aux côtés de mon ami. Je ne sais pas comment, mais au moment où il a posé ses mains sur le coffre et qu'ils ont commencé à pousser ensemble, la voiture s'est dégagée d'un seul coup, comme si elle n'avait jamais été coincée. J'ai freiné un peu plus haut, et quand je suis sorti pour le remercier, il n'était plus là. Aucune trace sur le bas-côté, pas de pas dans le gravier. Juste le silence de la montagne et le bruit du vent. Mon ami l'a cherché du regard, persuadé qu'il avait dû partir sur un sentier voisin, mais on n'a vu personne. On a fini par remonter en voiture, encore un peu secoué. Sur le trajet du retour, on a très peu parlé. Un jour ordinaire, en pleine semaine, je sortais du bureau pour aller déjeuner. J'avais l'air d'un informaticien banal avec mon badge et mon ordinateur sous le bras, perdu dans mes pensées. C'est alors que je l'ai vue. Elle arrivait en face, à une 50aine de mètres, et j'ai été frappé de plein fouet par sa présence. Elle portait une robe blanche élégante, parfaitement ajustée. Elle avait quelque chose d'une jeune Catherine Zeta-Jones et je jure qu'elle semblait rayonner, comme si la lumière ambiante venait d'elle. Cette femme n'avait aucune raison d'être sur ce trottoir banal, dans ce quartier gris et sans charme. À mesure qu'elle s'approchait, j'étais nerveux, comme un adolescent prêt à glisser un mot d'amour à une fille dans une salle de classe. Mon cœur battait vite alors que je n'avais rien à faire d'autre que passer. Quand nos regards se sont presque croisés, elle n'a même pas tourné la tête vers moi. Et d'une certaine manière, c'était un soulagement. J'avais presque honte d'exister à côté d'elle, tant elle paraissait appartenir à un autre monde. Elle a tourné au coin de la rue et a disparu. Juste comme ça. Comme si elle n'avait été qu'une apparition. Je suis un type normal, posé, habitué à voir de belles femmes sans me troubler. Mais il y avait chez elle quelque chose d'angélique, de profondément marquant. J'ai rencontré une femme au travail, un après-midi ordinaire. On a commencé à discuter, un de ces petits échanges sans importance qui naissent entre deux commandes. Elle m'a demandé ce que je voulais faire plus tard, et j'ai répondu que mon rêve était de devenir animateur. Je lui ai expliqué à quel point c'était un milieu compétitif, qu'il faudrait travailler dur, peut-être des années, avant d'y arriver. Elle m'a souri, m'a dit qu'elle croyait en moi, a commandé quelques verres au bar de la piscine, puis s'en est allée. Quelques heures plus tard, je faisais ma tournée habituelle, prenant les commandes et discutant avec les clients. Soudain, la même femme est revenue vers moi, cette fois en titubant légèrement, visiblement ivre. Elle s'est arrêtée à quelques centimètres de mon visage, les yeux brillants, et a crié, pas par colère, mais avec une conviction débordante. « Deviens animateur. Fais ce que tu aimes faire. » Puis elle est repartie, comme si elle venait d'accomplir une mission essentielle. Un peu plus tard, je l'ai retrouvée endormie sur un transat, ses amies mortes de rire autour d'elle. Elles ont expliqué qu'elle avait un peu trop bu, m'ont laissé un pourboire généreux et sont parties en l'apportant. Pendant des années, ma femme et moi avons essayé d'avoir un enfant. Rien n'y faisait. Je voyage beaucoup pour mon travail, je traverse des villes, des routes, des stations-service anonymes. Ce jour-là, j'étais à Dallas, au Texas. Je m'étais arrêté pour faire le plein et manger un morceau. Sur le parking, j'ai remarqué une jeune femme assise dans sa voiture, 3 enfants à l'arrière. Elle pleurait à chaudes larmes, les mains serrées sur le volant. J'ai hésité, puis je me suis approché et j'ai demandé doucement ce qui n'allait pas. Entre deux sanglots, elle m'a expliqué qu'elle se rendait en Caroline du Nord. Sa mère venait de mourir, son père était seul. Elle avait décidé de déménager pour se rapprocher de lui. Mais sa voiture venait de tomber en panne et elle n'avait presque plus d'argent, même pas assez pour l'essence. Elle était coincée sur ce parking, sans issue. Alors je lui ai demandé ce que ses enfants aimaient manger chez McDonald's. Les petits ont aussitôt crié leur choix avec enthousiasme, comme si c'était le seul moment joyeux de leur journée. Leur mère, elle, a hésité longtemps avant de dire ce qu'elle voulait. Dans cette station bondée de routiers,
j'ai fini par me lever et dire fort, « Excusez-moi, est-ce qu'il y a des mécaniciens ici ?» Puis j'ai expliqué la situation de la jeune mère et de ses enfants. 2 hommes se sont levés et m'ont suivi jusqu'à sa voiture. Pendant qu'ils mangeaient leur repas, nous avons soulevé le capot. Le diagnostic est tombé, un capteur de carburant. 30 minutes plus tard, sans qu'elle ne débourse un centime, la voiture était réparée et prête à repartir. Juste avant de monter dans ma propre voiture, la plus jeune des 3, qui n'avait pas prononcé un seul mot jusque-là, est sortie. Elle est venue vers moi, a tendu sa petite main. Je l'ai prise. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit d'une voix claire, « Tu seras un bon papa. » Un frisson m'a traversé, une chaleur étrange, un mélange de douleur et d'espoir. Je suis resté là, assis derrière mon volant, à pleurer comme un enfant. Quelques semaines plus tard, lors d'un autre déplacement, ma femme m'a appelé. Sa voix tremblait tellement qu'elle peinait à parler. « Je suis enceinte. Je suis enceinte, mon amour. » Les larmes me sont remontées aux yeux à cet instant. Aujourd'hui, nos 2 garçons ont 7 et 8 ans. Il y a seulement quelques jours, j'ai vécu une expérience qui me paraît encore irréelle. J'avais rencontré une fille il y a quelques semaines et je l'aimais déjà beaucoup. Alors, quand elle m'a envoyé un message à 23 h pour m'inviter à une soirée à 1 heure de route de chez moi, je n'ai pas hésité longtemps. J'ai pris mon vélo et je suis parti dans la nuit, confiant. Au bout d'une 40aine de minutes, tout a basculé. Un orage d'une violence rare s'est abattu, le genre de pluie qui n'arrive qu'une fois par an. En quelques secondes, je n'y voyais plus rien. Mon téléphone, qui me servait de GPS, a rendu l'âme sous l'eau. J'étais dans une zone semi-forestière, sans lampadaire, sans circulation, à encore 20 minutes de trajet, sans carte ni moyen de communication. Seul dans la nuit, trempé et perdu, j'ai vraiment cru que je n'arriverais jamais à destination. C'est alors qu'une voiture rouge est apparue derrière moi. Elle a ralenti, puis s'est arrêtée. À l'intérieur, une femme m'a appelé par la fenêtre. Elle m'a dit qu'elle m'avait vu 20 minutes plus tôt, quand le ciel était encore clair, et qu'en voyant l'orage se déchaîner, elle avait décidé de me chercher. Elle n'avait aucune raison d'être là, mais elle m'avait retrouvé dans ce coin perdu. Elle m'a prêté son téléphone et j'ai pu contacter la fille pour qu'elle vienne me récupérer à la soirée. Tout s'est ensuite enchaîné normalement, mais je n'ai jamais su qui était cette femme. Elle est repartie sans rien demander, sans me laisser de nom. Quand mon frère et moi sommes allés voir Friday After Next, nous avions choisi la toute première séance du matin, dans ce cinéma aujourd'hui fermé qui s'appelait AMC Mill Van Ness. On était seuls, encore à moitié endormis mais contents d'avoir la salle pour nous. Nous avons marché dans le couloir jusqu'à la salle 12, le grand auditorium. J'ai poussé la porte en premier et à ce moment-là, une vieille femme chinoise a surgi de l'intérieur et a failli nous percuter. Elle était si proche que j'ai eu un mouvement de recul, lâchant un « mais c'est quoi ce délire ?» sous le choc. L'image était nette, elle avait des vêtements sombres, un foulard, elle marchait vite comme si elle était pressée de sortir. J'ai fait 2 pas pour me retourner et la chercher du regard. Le couloir derrière moi était vide. Plus un bruit. Pas une silhouette. Elle avait disparu comme si elle n'avait jamais été là. Mon frère et moi nous sommes regardés sans un mot, complètement figés. On n'était que 2 dans ce cinéma à cette heure-là et il n'y avait aucun moyen qu'une personne ait pu s'éclipser aussi vite. Un jour, je me promenais seul le long d'une berge. Il faisait gris, l'air sentait l'eau douce et la mousse. J'avançais sur le sentier, perdu dans mes pensées, quand une voix grave et puissante s'est élevée derrière moi, c'est une propriété privée. Je me suis retourné et j'ai vu un géant d'homme. Il avait de longs cheveux blancs, une barbe épaisse, et tenait dans ses mains la plus grande canne à pêche que j'ai jamais vue, au moins 3 fois ma taille. Il s'est mis à marcher à côté de moi, calmement, comme si nous nous connaissions depuis toujours. On a commencé à parler. C'était étrange, je ne savais rien de lui, mais je sentais que je pouvais tout lui dire. Mes inquiétudes,
mes espoirs, mes secrets, tout sortait naturellement comme si je parlais à quelqu'un qui connaissait déjà mes réponses. Après quelques minutes, il m'a regardé avec un sourire presque paternel et m'a dit simplement « Tu es un bon gamin ». Puis il s'est détourné et a disparu. Je n'ai pas vu où il était allé. Le chemin était droit, sans embranchement, sans buisson dense où il aurait pu s'engouffrer. J'ai regardé autour de moi mais il n'y avait plus personne. C'était 1 ou 2 jours après le meurtre de mon ami. J'étais là, debout dans le parking du centre commercial où tout s'était passé. Il devait être minuit, peut-être un peu plus. Autour de moi, le silence. Quelques bougies encore allumées, des fleurs fanées, des photos collées contre un mur. Je les regardais pour la 100e fois, sans vraiment les voir. J'étais vidé, absent. Pour situer, je suis un grand gaillard d'1,92 m. Pas vraiment le genre de type qu'un inconnu vient aborder seul, en pleine nuit. Et pourtant, alors que je restais là, immobile, une femme est apparue. Blonde, de taille moyenne, le pas tranquille. Elle s'est approchée, sans hésiter. Sa voix était douce, presque chuchotée, « J'attends des amis qui sortent du travail. Est-ce que je peux te prendre dans mes bras ?» J'ai hoché la tête, sans réfléchir. Elle a passé ses bras autour de mon cou et je l'ai serré à mon tour. C'était une étreinte étrange, silencieuse, comme si 2 êtres tentaient d'exister au même endroit, au même instant, pour se réparer un peu. Le monde autour semblait s'être arrêté. Puis elle m'a relâché. Elle a tourné les talons, a marché vers l'entrée du parking, et s'est éloignée dans la nuit. Il n'y avait pas de voiture, pas de magasin encore ouvert, rien qui justifie sa présence. Je n'y ai pas pensé tout de suite. Le choc, la fatigue, tout se mélangeait. Mais plus tard, en y repensant, j'ai compris que je serais incapable de la reconnaître. Son visage m'échappe totalement. C'est comme si elle n'avait jamais vraiment existé, comme si elle n'était venue que pour ce geste-là. Il y a environ 13 ans, j'étais au début de ma vingtaine et je n'avais ni voiture ni permis. Je prenais donc le bus pour aller partout. À cette époque, je sortais avec une fille qui vivait assez loin, et pour aller chez elle c'était un trajet d'environ 1 heure. Un jour, j'ai décidé de changer un peu mon itinéraire et j'ai pris une ligne qui nécessitait une correspondance dans un quartier très chic de la ville. Les arrêts de bus y étaient extravagants, des abris de verre et de métal presque futuristes, très design. Mais, comme souvent dans ce genre de quartier, ils n'avaient pas pensé à afficher les horaires. Dans l'abri, il y avait un type assis. Il ne paraissait ni drogué ni sans abri, juste un gars normal, costume simple, sac sur les genoux. Je m'approche et je lui demande s'il sait quand passe la ligne 18. Il me regarde fixement, l'air absent, puis finit par me répondre d'une voix neutre « Pourquoi tu ne regardes pas l'horaire ?» Je lui explique qu'il n'y a pas d'horaire affiché ici. Il me répète, sur le même ton « Regarde l'horaire ». Je répète qu'il n'y a pas d'horaire. Il ne semble pas m'entendre, comme si mes mots glissaient sur lui. Il se met à parler plus fort. Regarde l'horaire. Puis à crier « Regarde l'horaire » encore et encore. Ses yeux étaient fixes, comme s'il parlait à quelqu'un d'autre ou récitait une phrase qu'il ne contrôlait pas. Un froid m'a traversé. J'ai commencé à reculer lentement, il criait toujours la même chose, sans me suivre du regard. On aurait dit une machine en boucle, un disque rayé. J'ai fini par tourner les talons et marcher jusqu'à un autre arrêt de bus un peu plus loin. Je n'ai jamais su qui c'était, ni ce qui lui prenait. Peut-être qu'il avait un problème mental, peut-être qu'il traversait une crise, mais tout en lui semblait trop ordinaire et trop mécanique à la fois. Ça m'est arrivé il y a environ 1 semaine. Je marchais vers mon travail, un matin ordinaire, quand j'ai remarqué un homme qui traversait la route. C'était une grande artère à 4 voies, pas vraiment l'endroit où l'on flâne. Il portait un long manteau, un trench coat un peu usé, et tenait une mallette à la main. Ses cheveux, noirs striés de mèches argentées, bouclés autour de son visage. Arrivé au milieu de la route, il s'est arrêté net, a hésité,
puis à rebrousser chemin, avant de repartir à nouveau vers l'autre côté. Il semblait désorienté, comme s'il hésitait entre deux réalités. Finalement, il s'est retrouvé de mon côté de la rue, et s'est mis à marcher dans ma direction, au même rythme que moi. Quand je suis arrivé à une quinzaine de mètres de lui, il s'est immobilisé d'un seul coup, s'est retourné avec une précision mécanique, presque comme sur un axe invisible, et m'a fixé. Sa voix était posée mais étrange, « Tu vas au magasin de weed ?» J'ai secoué la tête. « Non, je vais juste au travail. » À cette réponse, son visage s'est crispé. Une agitation soudaine, presque une déception, a traversé ses traits. Puis il m'a demandé, « Alors, dis-moi, qui est ton modèle ?» J'ai répondu sans trop réfléchir, « Personne. Personne n'a jamais amélioré ma vie ou m'a aidé. Tout ce que j'ai, je l'ai construit moi-même. » Il m'a regardé comme si je venais de révéler un secret fondamental. Son expression a changé. De la stupeur. De la reconnaissance. Peut-être même une forme d'émerveillement. Il a hoché la tête lentement, s'est approché, m'a serré la main et m'a dit simplement « Merci ». Puis, sans un mot de plus, il a traversé la route à nouveau, contournant les voitures, et s'est enfoncé dans un champ qui longeait l'autoroute. Je l'ai regardé s'éloigner jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et depuis, je ne peux pas m'empêcher de me demander qui il était, ou ce qu'il cherchait vraiment ce matin-là. Chaque année, quand j'étais enfant, ma mère et moi prenions l'avion depuis les États-Unis pour passer Noël au Royaume-Uni. Elle était britannique, et toute notre famille élargie vivait là-bas. Une année en particulier, j'avais environ 4 ans, le voyage du retour a pris une tournure étrange. Dans l'avion, nous étions assises à côté d'une femme d'un âge avancé, très aimable, qui se présenta comme Madame Winter. Je me souviens à peine de cette rencontre, mais ma mère en parlait souvent par la suite, comme d'un souvenir marquant. Elles ont discuté tout au long du vol. Ma mère, très croyante, semblait fascinée par la sagesse tranquille de cette femme. Madame Winter parlait de la vie, de la souffrance, de la bonté et de la façon dont certaines âmes se croisent pour s'aider à comprendre quelque chose d'essentiel. Ma mère disait qu'elle se sentait apaisée, presque réconfortée par cette conversation, comme si elle avait rencontré quelqu'un qu'elle connaissait déjà sans s'en rendre compte. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, la vie a repris son cours. Quelques jours plus tard, une voiture s'est engagée dans notre allée. C'était Madame Winter. Ma mère était surprise, mais l'a tout de même accueillie avec chaleur. La femme s'est installée dans la cuisine, elles ont bu du thé et parlé longuement encore, dans une ambiance douce et paisible. Quand elle est partie, la lumière tombait déjà, et il y avait cette impression étrange qu'elle ne reviendrait plus. Ce qui a toujours troublé ma mère, c'est qu'elle ne lui avait jamais donné notre adresse. Aucune carte, aucun numéro, rien. Pourtant, Madame Winter avait trouvé notre maison, était venue, avait pris le thé, puis avait disparu. Ma mère disait que certaines rencontres n'ont pas besoin d'explication. Je revenais d'un voyage et je prenais un vol du Qatar vers Washington. À côté de moi s'était installé un homme arabe, assez corpulent, les cheveux en bataille. Il avait ce sourire franc et un regard doux qui invitait à la conversation. Peu après le décollage, il m'offrit des biscuits au sésame, puis nous avons commencé à parler. Son anglais était hésitant mais il faisait un réel effort pour se faire comprendre. Au fil de la discussion, il m'expliqua qu'il était écrivain et me demanda si j'accepterais de lire son livre. J'ai dit oui, intrigué. Il sortit alors de sa sacoche 4 feuilles volantes couvertes d'une écriture bleue, nerveuse, presque fiévreuse. Le titre, écrit en haut de la première page, était « La justice des capillaires ». Ce nom, à lui seul, m'est resté gravé en mémoire. Son livre était un mélange improbable de philosophie, de numérologie et d'astrologie. Il y écrivait que l'homme représentait le soleil, la femme la lune, et que l'univers obéissait à un équilibre secret révélé par des équations ésotériques et des correspondances entre chiffres et symboles. Il y avait quelque chose de profondément confus dans ces mots, mais aussi une sincérité désarmante.
Quand je lui ai dit que je trouvais son travail intéressant, il s'est illuminé et a commencé à m'expliquer sa vision du monde. Selon lui, la vérité ne se découvrait pas, elle se devinait à travers les liens invisibles entre toutes choses. Il parlait avec conviction, comme un homme persuadé d'avoir entrevu quelque chose de grand, même si ses phrases s'égaraient parfois dans des abstractions sans fin. Il n'avait rien d'un fou. Son regard était calme, et sa présence, paisible. Pourtant, ses écrits semblaient venir d'un autre monde, d'un esprit perdu entre la logique et le rêve. Quand l'avion commença sa descente, je l'aidai à remplir son formulaire de visa. Il me remercia d'un air sincère, puis nous nous sommes séparés dans le hall, comme deux inconnus qui se seraient croisés au hasard d'un étrange détour du destin. Je fais partie de ces gens à qui il arrive souvent des choses étranges, mais celle-ci, bien que minuscule, me reste en tête depuis des années. Elle n'a duré que 2 secondes, mais elle me dérange encore aujourd'hui. Je marchais sur un pont, un jour d'automne, je crois. En face de moi arrivait un homme. Rien de particulier à première vue, mais dès qu'il m'a croisé, quelque chose en lui m'a figé sur place. J'ai toujours eu l'odorat très développé, et cet homme dégageait une odeur impossible à décrire. C'était comme une absence d'odeur, mais si intense qu'elle en devenait agressive. Une sorte de neutre si absolu qu'il en devenait presque violent, comme si tout en lui avait été lessivé à l'excès avec des produits sans parfum, puis recouvert d'un déodorant inodore si puissant qu'il en effaçait jusqu'à la trace d'humanité. Il avait entre 20 et 30 ans, peut-être un peu plus. Ses cheveux étaient d'un blanc presque métallique, sa peau pâle, ses yeux d'un bleu froid, et il portait des vêtements entièrement blancs. Tout chez lui semblait dépourvu de contraste, comme s'il n'avait pas été tout à fait fini. Même sa démarche paraissait calculée, mécanique, presque trop humaine pour l'être vraiment. Le plus étrange, c'était cette sensation physique que son odeur provoquait, comme un choc invisible, un coup porté directement au nez, sans direction ni source. Une impression d'irréalité si forte que je m'étais arrêté un instant après l'avoir croisé, le cœur battant sans comprendre pourquoi. Juste avant que les choses ne changent dans le monde, j'étais complètement perdu quant à l'université à laquelle postuler. 2 établissements me parlaient autant l'un que l'autre, mais j'étais devenu presque obsédé par l'IPA. Un matin, je prenais le train pour me rendre à mon collège, et alors que je descendais du wagon, j'ai aperçu un homme en difficulté avec sa valise. Il avait l'air perdu, hésitant. J'ai décidé de lui proposer mon aide et il a accepté avec soulagement. Nous avons entrepris ensemble la longue marche qui mène de la gare jusqu'au centre-ville. Tout le trajet, je parlais de moi, de mon avenir, de mes hésitations. Il n'a rien dit de lui, ni d'où il venait, ni ce qu'il faisait. Quand j'ai évoqué l'IPA et mes projets, il m'a répondu que ce n'était pas l'endroit idéal si je cherchais à être vraiment libre dans ma création et que, pour quelqu'un comme moi, Staffordshire University serait plus adapté. C'était justement mon plan B, l'université que j'avais en tête si jamais l'IPA ne fonctionnait pas. Quand je le lui ai dit, il a simplement souri et m'a lancé qu'il était un bon juge de caractère. Surpris, je lui ai demandé comment il connaissait ces universités et s'il était artiste lui-même. Il a répondu non, d'un ton calme, et m'a dit qu'il devait s'arrêter là, car il attendait un ami. Nous étions arrivés à un coin de rue banale. Il m'a serré la main et je l'ai regardé s'éloigner. Je ne l'ai jamais revu. Il ne semblait pas connaître la ville, mais il savait exactement ce que je pensais et comment j'aimais travailler. Même aujourd'hui, je repense à cette rencontre et je ne peux m'empêcher de croire que ce n'était pas un simple hasard. Peut-être que ce n'était qu'un inconnu de passage, mais j'ai toujours cette impression troublante que ce moment-là ressemblait à une intervention discrète, une sorte de messager venu me montrer le bon chemin. Il y a 5 ans, j'ai littéralement rencontré Odin. Non, sérieusement, je n'ai pas de meilleure explication. Je travaille dans une papeterie, au service des achats. On m'a envoyé en Suède pour acheter des tours spécialisés et d'autres équipements dans une usine à Grixbo. Nous arrivons à la grille, moi et 2 ingénieurs, mais les gars sur place sont débordés. On attend un peu, et au bout d'un moment,
ils envoient leur jeune machiniste s'occuper de nous. Et là, sort un type qu'on n'accuserait jamais d'être machiniste professionnel. Grand mais maigre comme un clou, cheveux longs, barbe en bataille, et un cache-œil. Il avait ce visage marqué par la vie, indéchiffrable, il pouvait avoir 25 comme 55 ans. Il portait une chemise en lin façon hippie et un jean troué. Sans le casque de chantier et la ceinture à outils, on aurait dit un pirate famélique reconverti en hippie. Il nous salue en anglais très poli mais avec un accent marqué. C'était tellement formel et vieillot qu'on aurait dit qu'il se moquait de nous. On pensait que la transaction allait tomber à l'eau parce que les Suédois semblaient s'en foutre et nous envoyer un junkie, mais non, le gars était 100% professionnel, même s'il était étrange. Sous la supervision de « l'homme au cache-œil », les caristes commencent à charger les pompes et les trappes qu'on venait acheter. Ils palettisent tout, fixent avec des sangles. On termine les papiers et on monte voir le chargement sur le camion. Et là, le gros raté. Un cariste tape par erreur une palette avec une autre. Une lourde pompe industrielle glisse et manque de tomber de la rampe. Les gars paniquent et tirent dessus pour la remettre en place, rien à faire. Notre coton Joe suédois passe tranquillement devant tout le monde, attrape le bord de la pompe, environ 350 kg, et d'un seul geste, la remet sur la palette. Le type pèse autant qu'une serpillière mouillée, son biceps est plus fin que mon poignet, et pourtant il tire plus de poids que des compétiteurs de force athlétique. On le regarde, bouche bée, et les Suédois éclatent de rire. Apparemment, il fait ce genre de truc tout le temps pour les amuser. On a tout emballé et on est parti. L'année suivante, on est retourné à Grixbo, mais le type n'y travaillait plus. Un jour, il avait simplement quitté son poste et disparu. Personne ne savait ce qu'il était devenu. Même ses collègues, pourtant amis avec lui depuis des années, ne savaient rien, pas de famille, pas d'adresse, pas d'histoire. Et il ne conduisait même pas, donc il suppose qu'il est juste parti à pied, vers on ne sait où. Plus tard, j'ai lu American God. Et là, j'ai tilté. S'il y a bien des dieux païens qui se baladent parmi nous, c'était forcément lui. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.